quand on n'est pas du milieu de l'archéologie, mais qu'on gravite autour, le plus important, c'est c'est le réseau. Il n'y a que ça qui marche vraiment. Du coup, s'il y a un conseil, ça serait il faut rentrer dans le truc et puis essayer de se faire connaître. Et pour ça, il y a même des associations de médiation en archéologie qui font des travaux bénévoles, qui peuvent être une porte d'entrée vers les professionnels, parce que du coup, en faisant des travaux, du coup, au début, c'est bénévole, hein, du coup. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est le réseau. Il faut se faire connaître et faire connaître ses compétences. Et si elles sont appréciées, et si le contact se passe bien, parce que c'est quand même globalement des affinités humaines, hein, qui se jouent là-dedans. À ce moment-là, il y a moyen de rentrer plus spécifiquement dans ce domaine-là. Après, moi, j'aime bien faire plein de choses, des choses variées. C'est un peu chaud, quoi, d'aller directement de se dire je veux faire que de l'archéologie. Alors c'est vrai que, bon, par rapport à ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est vrai qu'en archéologie, en fait, faut se montrer, il faut faire partie des réseaux, il faut commencer le plus tôt possible, et puis avoir des réseaux même assez différents, c'est-à-dire aller fouiller dans le coin, aller fouiller, proposer ses services dans le sud de la France, ailleurs. Et c'est la constitution des réseaux qui permettra plus tard d'être embauché pour la première fois, et ainsi de suite. Oui, après, donc normalement, il faut être majeur pour participer aux fouilles archéologiques pour différentes raisons, donc y compris des raisons de sécurité sociale et autres. Mais en fait, il y en a qui réussissent, qui peuvent commencer donc à participer à des activités archéologiques, parce qu'il y a les fouilles archéologiques, mais en fait, moi, ici, je pourrais vous recommander d'attendre l'âge de 18 ans pour aller fouiller. Et ça, normalement, vous n'aurez pas de mal à trouver un chantier de fouilles archéologiques. Pourquoi ? Parce que ce soit dans le cadre de l'archéologie programmée ou préventive, il y a de très nombreux chantiers de fouilles, hein. Mais après, vous avez une autre activité qui s'appelle la prospection. Et ça, la prospection, vous en avez, non pas partout en Bretagne, mais vous avez de nombreuses autorisations de prospection. Souvent, c'est des associations qui peuvent faire ça, qui ont évidemment l'agrément, l'autorisation donc des autorités de l'État. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est souvent le week-end que ça se fait ou pendant les vacances. Et c'est un groupe donc de personnes, et dans ce groupe de personnes, vous avez toujours des spécialistes, y compris des spécialistes à la fois des structures et du matériel archéologique. Et donc vous faites des prospections qui sont des prospections pédestres, des prospections au sol, et c'est vous-même qui faites l'étude du matériel. Eh bien ça, c'est une très bonne approche de l'archéologie. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et avant même de commencer à fouiller, je connaissais le matériel, je savais ce qui était antique, je savais ce qui était médiéval. Et donc, évidemment, du coup, on commence à se rendre indispensable auprès de ceux qui on a déjà appris à dessiner le matériel. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites avant même de commencer à fouiller. Et la prospection, c'est quelque chose qui est aussi très très important au niveau de la recherche. Et d'autres possibilités, aussi d'autres types de prospection qui peuvent être qui peuvent être faites aussi, hein. Comme ça vous a été dit, c'est un travail de passion. De toute façon, si on se lance dans l'archéologie, c'est que quelle que soit votre spécialité plus tard, que vous deveniez même paléogénéticien, céramologue ou autre, à l'origine, il faut être passionné par le passé, hein. C'est d'abord ça, par l'homme dans le passé. Oui, après, oui, bien sûr, ça peut venir au fur et à mesure. Mais après, c'est faire partie d'associations, ça c'est très très bien, faire partie d'associations. Quelle que soit l'association d'archéologie, d'histoire, du patrimoine, que ce soit à l'échelle de son quartier, donc de sa ville. Mais ça, c'est vraiment très très bien. Évidemment, participer aussi aux journées du patrimoine, donc à la fête de la science, donc être présent. Et puis, à un moment donné, proposer aussi d'agir aussi, d'y participer, de faire soi-même. Alors ça, on peut faire à différents âges, hein, de faire soi-même des visites, donc de n'importe quel type de monument, de n'importe quelle époque. En fait, c'est comme ça que ça commence, et puis c'est comme ça qu'on commence. Et c'est comme ça aussi que parfois on va choisir sa spécialité, hein, parce que je vous ai dit qu'il y a des archéologues qui sont spécialistes de tout, et aussi des archéologues spécialistes de toutes les époques. Et donc, je prends des exemples, comme moi je suis à l'Université de Bretagne Sud, eh bien, par exemple, on a des monuments qui font partie du patrimoine, qui sont très nombreux, donc surtout en Bretagne Sud, c'est les blocos.
Là, on est dans le patrimoine archéologique avec les blocos, patrimoine historique, mais aussi patrimoine archéologique, parce que parfois on fait des fouilles à l'intérieur des blocos. Eh bien, vous avez donc certaines personnes qui ont commencé tout jeunes à s'intéresser aux blocos, à aller visiter les blocos, à faire l'inventaire donc des blocos, qui ont créé des associations et qui maintenant organisent des fouilles archéologiques donc dans ces blocos. Et vous voyez, le patrimoine archéologique, c'est tellement vaste. Hein. Vous allez des choses qui sont les plus récentes jusqu'à évidemment les choses les plus anciennes. Donc voilà, de participer à toutes ces manifestations, faire partie d'associations, je pense que ça c'est. Et puis, et si vous vous intéressez vraiment à l'archéologie, là il faut lire. Il faut vraiment lire. Et ça tombe bien parce qu'il y a plein de choses qui sont publiées chaque mois. Alors vous avez des revues spécialisées qui sont très très bien, qui s'appellent Archéologia par exemple. Hein. Et donc ça évidemment c'est très important alors, vous n'êtes pas obligé de la lire de A jusqu'à Z, mais vous la parcourez. Et à un moment donné, vous allez vous arrêter sur une image qui vous intéresse, sur un article qui vous intéresse. Et vous avez aussi plein de revues où vous avez de l'archéologie, plein de revues un peu généralistes. Et on va vous parler d'une découverte archéologique. Vous faites un peu ce qu'on appelle une veille scientifique, même sur Internet. Moi, je me suis abonné à différents sites sur Internet où ça me permet d'avoir toute l'actualité en archéologie. Je fais le tri, tout ne m'intéresse pas. Mais il y a des choses qui, tout d'un coup, vont m'intéresser. Des choses qui ne font pas du tout partie de mes spécialités. Mais par exemple, les choses sur l'homme du Néandertal, c'est des choses, sans être spécialiste, qui me passionnent. Bon, du coup, à chaque fois, que ce soit sur Internet, toutes les revues, donc voilà, je vais m'intéresser, je vais aller lire. Et on se crée, en fait, on va se créer des connaissances, comme ça, un bagage donc, de connaissances. Mais il faut que ce soit un bagage très diversifié. Donc de connaissances, qui ne soit pas forcément un bagage universitaire, avec une méthodologie universitaire. Non, on va s'intéresser à tout. Hein, et à toutes les périodes. Je pense que c'est intéressant aussi de s'intéresser à toutes les périodes, que ce soit période médiévale, moderne, période plus ancienne, période les plus contemporaines et plus récentes aussi. Toujours cet intérêt en fait pour tout type de patrimoine en fait, matériel, historique, tout ça c'est intéressant. Les débouchés, ministère de la Culture, c'est par concours. Mais là, vous pourrez peut-être en dire plus que moi pour les concours du ministère de la Culture. Alors effectivement, donc il existe des concours à différents niveaux de la fonction publique. Donc le ministère de la Culture, c'est la fonction publique d'État. Et donc vous avez là un panel de quelques concours qui sont spécialisés dans la filière recherche ou dans la filière études documentaires, ça c'est la recherche, ou dans la filière plus service culturel, c'est la mienne et je l'oublie. Donc il existe des concours de différentes catégories, puisque la fonction publique, que ce soit la fonction publique territoriale ou la fonction publique d'État, est composée de 3 catégories qui appellent différents niveaux d'études. Donc la catégorie C, la catégorie B et la catégorie A. Donc ça c'est pour l'État, et au niveau territorial vous allez retrouver en fait le même découpage avec simplement des intitulés qui changent, et donc on est plus sur des intitulés comme attaché de conservation du patrimoine, assistant de conservation du patrimoine, voilà, et qui sont du coup des concours qui peuvent permettre de travailler donc dans des collectivités, des villes, des départements, des régions, mais aussi des musées, voilà, dans différents types de services. Alors, les postes ne sont quand même pas légion, hein, il faut bien le dire. Mais voilà, c'est toujours pareil, si on est vraiment motivé et je pense que l'intérêt de suivre des formations qui permettent de faire des stages, ça peut être aussi assez déterminant pour arriver à ces types de postes. Dans le cadre de ma formation, par exemple, dès la licence, j'avais la possibilité de faire un premier stage de 3 mois. En Master 1, c'était 4 mois. En Master 2, 5 mois. Et c'est vrai qu'une expérience de 4 ou 5 mois, ça commence à être assez intéressant à valoriser aussi auprès d'un futur recruteur. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire des stages, alors aussi de plus courte durée, mais je pense que toute expérience auprès d'un professionnel dans un domaine qui nous intéresse va être de toute manière intéressante et va
permettre soit d'apprendre des choses et puis de confirmer finalement un choix d'orientation, soit au contraire de se dire bah non, finalement ce métier c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, et puis de partir éventuellement dans une autre direction. Le CNRS, il faut bien avouer qu'actuellement le CNRS n'emploie plus que très peu. Très peu. Donc surtout en archéologie. Alors par contre au CNRS, alors quand je dis très peu, ça veut dire qu'il y a quand même toujours chaque année, il y a toujours donc des chercheurs qui sont recrutés au CNRS. Et là, vous avez des recrutements en fait qui sont très diversifiés, des recrutements qui vont du plus haut, c'est-à-dire directeur de recherche, aux recrutements qui sont niveau bac, par exemple, au CNRS. Niveau bac, niveau licence, niveau master, niveau thèse, on va dire. Donc c'est vrai que vous avez un éventail très large de recrutement au niveau du CNRS, mais très peu de recrutement, et j'ai bien peur qu'il y ait de moins en moins de recrutement au CNRS. Alors les universités, donc là c'est différent. Donc pour les universités, il faut forcément avoir une thèse. Donc une thèse en histoire ou en archéologie. Là, évidemment, il n'y a pas non plus énormément de recrutement, mais à la différence du CNRS, il y aura à peu près toujours le même nombre de recrutements à l'université. Alors bien sûr qu'actuellement, en période de crise, donc il n'y a plus guère d'ouverture de postes, mais évidemment on remplace toujours les départs à la retraite donc des enseignants chercheurs. Mais évidemment l'université ce n'est pas facile non plus, parce que donc il faut donc avoir une thèse. Musées archéologiques nationaux et régionaux, donc là ça revient au même que le ministère de la Culture, donc c'est le même type de concours. Ce n'est pas exactement les mêmes, mais on va dire le même type de concours. Services archéologiques municipaux et départementaux, là aussi c'est des concours, mais organisés par les municipalités et les conseils généraux. Alors en fait, là où il y a le plus de travail, c'est les organismes de recherche archéologique. Eh bien oui, parce que c'est 9/10 des archéologues qui vont travailler là. Et là, c'est l'archéologie préventive. Et là, on aura toujours besoin d'archéologues pour la bonne raison que tant que la loi n'a pas changé, et pour l'instant, j'espère bien qu'ils ne vont pas la changer, puisque c'est quand même donc une loi qui date de 1940 quand même, et donc la loi de protection du patrimoine archéologique et donc de législation sur les fouilles archéologiques. À partir du moment où on va se lancer dans des travaux, et s'il y a des substructures, un patrimoine archéologique, il faut faire des fouilles. Ça fait partie donc de la loi. Et donc elle n'est pas prête de changer, donc ça veut dire que de toute façon on aura toujours besoin d'archéologues. Alors là, pour que vous soyez recrutés dans des instituts privés comme EVA, Archéodunum et Hades, là donc c'est des contrats donc qu'on va vous donner, c'est pas des concours. Là, alors pour être recruté par EVA, donc faut déjà avoir fait ses preuves, c'est-à-dire que sur votre CV, il faut d'abord avoir fait de nombreux chantiers. Tout simplement. Et pour avoir fait de nombreux chantiers, alors vous allez me dire, bah oui, mais il faut bien commencer à travailler un jour, il faut avoir été bénévole. Il faut avoir été bénévole un très grand nombre de fois et montrer en fait qu'on est opérationnel, qu'on peut montrer à son recruteur donc qu'on peut être opérationnel. Alors attention, au départ, on ne va pas vous recruter comme responsable d'opération. On va vous recruter comme fouilleur archéologue. C'est-à-dire vous n'aurez ni la gestion de l'équipe, ni la gestion de l'ensemble des fouilles. On va vous donner un périmètre, donc à la responsabilité d'un périmètre à fouiller. Et au fur et à mesure, évidemment, avec l'expérience, on vous donnera des responsabilités donc qui vont évoluer. Et le salaire évoluera en fonction de ces responsabilités. Donc l'organisme qui recrute le plus, c'est l'INRAP, puisque, comme je vous l'ai dit, donc c'est l'organisme public, mais au sein duquel vous avez le plus grand nombre d'archéologues. Il a aussi des archéologues assez diversifiés. En sachant que ce dont a le plus besoin l'INRAP, c'est quand même les fouilleurs archéologues. Et alors, évidemment, deux types de recrutement. Donc, soit vous êtes recruté juste pour un chantier, soit vous pouvez avoir un CDI, donc au niveau de l'INRAP. La même chose pour les instituts privés. Alors, je dirais que ça, on aura toujours besoin d'archéologues, c'est-à-dire que vous avez toujours des recrutements d'archéologues, mais l'archéologie préventive est directement tributaire de la crise, ou on va dire de l'économie. Ce qui fait qu'actuellement, en temps de crise, on a besoin de beaucoup moins d'archéologues. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'avez plus de grands chantiers comme on en avait auparavant.
Alors vous avez encore les chantiers TGV actuellement, mais là où on recrute le plus, c'est grands chantiers, aéroports, TGV, autoroutes, et ainsi de suite. Là, on va recruter de très nombreux. Alors sur les chantiers d'autoroute, on recrute un nombre d'archéologues, c'est fou le nombre d'archéologues qu'on peut recruter. Mais en l'absence de grands chantiers, et même en l'absence de chantiers tout court, et actuellement, vous savez que la crise est là, hein, donc on le voit. Et donc ça touche directement aussi l'archéologie. Ça veut dire qu'il y a toujours des archéologues qui travaillent, ils travailleront toujours. Mais en ce moment, je peux vous dire que par exemple, en Bretagne, viennent des archéologues des Pays de la Loire, parce que dans les Pays de la Loire, il y a de moins en moins de travail. Et donc, ils viennent en Bretagne. On sait qu'en Bretagne, il y a encore du travail pour quelques années, mais si la crise continue, ça veut dire qu'il y aura toujours des archéologues à travailler. Mais ils seront moins nombreux. Là aussi, l'archéologie préventive dépend directement donc de la situation économique. Et donc, s'il y a, on va dire, enfin la reprise économique, là, de nouveau, il y aura recrutement d'archéologues. Bref, tout dépend des chantiers, hein, que ce soit chantier urbain ou ailleurs. Bien sûr, les Français sont d'ailleurs fortement présents à l'étranger. Alors, et pour une raison principale, c'est que là, on peut pousser un petit cocorico, quand même, parce que c'est quand même relativement rare, c'est que l'archéologie française est très très réputée. Très réputée pour différentes raisons, parce que c'est une archéologie qui est très très ancienne. Au point de vue de l'archéologie préventive, c'est celle qui donc est parmi les plus importantes au monde pour l'archéologie préventive, ainsi qu'au niveau de la recherche et des méthodes en archéologie. Donc l'archéologie française est très très connue, que ce soit l'archéologie terrestre, l'archéologie fluviale, y compris l'archéologie sous-marine. Raison pour laquelle les Français sont nombreux donc à l'étranger. Alors à l'étranger, ça peut être dans les pays méditerranéens, pays européens. Donc on fouille en Allemagne, on fouille même en Suisse, on fouille en Belgique aussi. En Grande-Bretagne, c'est un peu plus difficile. Et en fonction des spécialités, j'ai des collègues qui vont se fouiller aux États-Unis, au Mexique. Donc, parce qu'ils ont des spécialités qui n'existent nulle part ailleurs et qui ne sont vraiment développées au point de vue scientifique qu'en France. Alors oui, bien sûr qu'on peut aller travailler à l'étranger. L'INRAP, par exemple, a des contrats en Afrique du Nord. Hein. L'INRAP a des contrats en Tunisie, par exemple. Hein. Et donc, vous avez des archéologues français qui vont fouiller en Tunisie. Et puis, on a pas mal de collaborations. Avec les pays étrangers. Et, je ne vais pas vous surprendre, la plupart des collaborations avec les pays étrangers, c'est avec les pays francophones. Voilà, là, on va dire que c'est des liens anciens qui persistent toujours.